Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour. Nous sommes heureux de vous présenter cet entretien aujourd'hui à la place du souvenir africain. Nous accueillons la directrice de cette place, Madame Diouf. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs de Amani TV. Un plaisir de vous recevoir ici à la place du souvenir africain, un site mythique du ministère de la Culture et du patrimoine historique. Merci beaucoup Madame Diouf. Donc vous avez été directrice de centre régional un peu dans les régions du Sénégal. Vous avez fait Fatick, vous avez fait Kaffrine. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours? Mais évidemment, vous avez fait une enquête sur ma personne. Merci beaucoup pour cet intérêt. Je me présente encore, c'est Madame Diouf Ngarkane. Mais avant quand même de présenter mon parcours, j'aimerais quand même faire ma présentation d'abord, parce qu'avant le parcours, il y a la naissance d'abord, avant quoi que ce soit. Donc, Madame Diouf est une femme de la cinquantaine, voilà, qui est sérère. Donc, moi je suis sérère, comme je l'ai dit, Montin qui est né dans la région du Sine, plus particulièrement à Bouf. Bouf qui est un village quand même très traditionnel dans la région de Fatick. Et puis voilà, je suis aussi mère de famille, mariée et mère de famille. J'ai fait mon parcours scolaire au village à Bouf, bien entendu, avant de partir à Fatick, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas cette floraison-là de collège, de collège d'enseignement moyen de proximité. Donc, Fatick était la seule ville de la région à avoir un lycée. Donc, dès que tu as ton entrée en 6e, directement, tu es orienté à Fatick. Donc, c'est là-bas où j'ai fait mon cycle moyen et secondaire jusqu'au bac. Et j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop avant d'aller à l'école nationale des arts, où j'ai pris l'option animation culturelle pour la formation. Mais avant de poursuivre par rapport à votre parcours professionnel, Madame Diouf, votre nom, Ngarkane, y a-t-il une signification particulière derrière? Oui, Ngarkane quand même est très significatif. D'ailleurs, c'est un nom très rare, vraiment un nom qui est très très rare. Dans ma famille, je pense qu'il y a deux qui portent ce nom-là, dont moi. Et après, j'ai découvert que vers Sandiara, il y a quand même le nom Ngarkane qui est très fréquent. Vers le Baol aussi. Et ça s'explique parce que, en tout cas, notre grand-père nous disait que nous, les Ning du Sine, en tout cas les Ning de Bouf, provenaient de Bambey. Donc c'est pourquoi Bambey, jusque-là vers Sandiara, il y a ce nom-là qui est fréquent. Et c'est significatif et je suis heureuse aussi et très fière aussi de le porter, compte tenu des valeurs qui sont dans ce nom-là. Ce nom signifie la généreuse. Et si je découpe le nom Ngak, ça veut dire le Ndjen en Wolof. Donc c'est la ration alimentaire. Et Kan, c'est celui qui vraiment est là pour assurer la ration alimentaire. Donc ça veut dire celle qui est généreuse, celle qui s'est donnée à manger, en tout cas, celle-là, vraiment la dame qui est ouverte, qui est généreuse, à accompagner les gens, à donner à manger aux gens. Donc c'est ce que signifie le nom. C'est pourquoi j'en suis très très fière en tant qu'actrice quand même de la culture. Et voilà, je suis heureuse de porter un nom qui a beaucoup de signification. Et voilà, malheureusement des noms pareils, des noms traditionnels pareils, tendent à disparaître compte tenu de la religion. Et moi je me dis, la religion ne doit pas être un facteur quand même pour nous de changer nos noms. Et on dit que si on a un nom, si on est homonyme d'une personne par exemple, on prend cette qualité de cette personne-là. Et nos noms avaient des qualités. Donc je pense que la religion n'est pas contre ces qualités-là. Et par conséquent, je me dis, au nom de la religion, on ne devait pas laisser nos noms traditionnels. On peut avoir un nom qui est religieux
et en même temps, et puis même la religion, l'animisme, c'est la religion. Nous, on avait dans la tradition aussi nos religions traditionnelles. Donc c'est voilà, en grosso modo, ce que signifie le nom Ngarkar. À l'ENA, vous aviez choisi l'option animation culturelle. Voilà, j'ai choisi l'animation culturelle. C'est une formation, c'est un concours qu'on fait après le bac. Et puis voilà, j'ai fait 3 ans à l'École nationale des arts ENA, qui est aujourd'hui devenue l'ENAMC. L'ENAMC, c'est l'École nationale des métiers de la culture. Donc après avoir terminé ma formation à l'École nationale des arts, j'ai été affectée à Thiès. Donc le centre culturel de Thiès est mon premier poste dans l'administration. Et à ce moment, vous me permettrez quand même de remercier des gens parce que le premier pas est toujours difficile. Donc si on n'a pas un soutien ou bien des gens qui vous accompagnent dans vos frêles pas, c'est difficile. Et le premier pas aussi, s'il est solide, on peut grandir de manière solide. Et à Thiès par exemple, j'ai eu des directeurs qui m'ont beaucoup soutenu. Je vais parler de Edjouma Ndiaye, qui fut mon premier directeur. Il y a aussi Omar Seck, toujours à Thiès. Et d'autres doyens comme Germain Colli. Omar Seck, il est l'actuel directeur du spectacle Son et Lumière. Il fut mon deuxième directeur. Et il y a Germain Colli aussi, qui est un doyen, qui est l'actuel directeur de la cinématographie. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là que j'ai trouvées à Fatick, à Thiès, et qui m'ont beaucoup soutenu dans mes débuts dans l'animation culturelle. Donc j'ai fait 4 ans à Thiès avant de partir à Tambacounda. Et Tambacounda, c'était un choix personnel. C'était un choix personnel dans la mesure où, même étant fonctionnaire, j'avais quand même des responsabilités familiales à gérer. Donc mon époux était dans la région de Kédougou. J'étais à Thiès, c'était loin. Les enfants étaient éparpillés entre grand-mère et voilà. Donc j'ai pris la décision quand même de demander à être affectée à Tambacounda pour vraiment assumer mes responsabilités de femme. De Tambacounda, on m'a affectée à Kaffrine. Et Kaffrine, c'était quand même très symbolique aussi pour moi parce que c'était mon premier poste en tant que responsable de centre culturel. Mais symbolique aussi parce que Kaffrine venait d'être une région. Donc, on était censé, mes collègues des autres secteurs de l'administration et moi, à implanter, en tout cas animer les nouveaux services nés de découpage qui a fait de Kaffrine une région. C'était beaucoup de défis. C'était beaucoup de défis. Le premier défi, c'était de trouver d'abord un site pour le centre, parce qu'il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien. Mais le défi aussi de mettre du contenu. Et voilà, de pouvoir faire avec tous les acteurs, de les orienter, de les accompagner dans l'exercice de leur métier culturel. Donc c'était quand même symbolique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais très passionnant. Et vraiment, j'ai trouvé une personne de la région de Kaffrine, des gens très intègres, très hospitaliers, très positifs, qui m'ont aidé vraiment à accomplir, à atteindre ces défis-là. Et de Kaffrine, je suis partie à Kaolack. C'était une ligne droite. La seule virgule que j'ai faite, c'était de quitter Thiès et d'aller à Tambacounda. Mais de Tambacounda jusqu'à Dakar, c'était une ligne droite. Donc, Kaffrine, je fais Kaolack. Kaolack, j'ai fait un flash. Vraiment pas très longtemps. Un flash d'1 an et demi. Et voilà, le besoin d'acquérir d'autres connaissances m'a frappé. Donc, je me suis dit, étant animatrice culturelle quand même, j'ai d'autres options d'aller avoir d'autres connaissances dans la culture. Et j'ai fait le concours d'entrée à l'école, à l'Institut régional d'enseignement supérieur, IRES-RDEC, qui s'appelait avant CRAC de Lomé. Donc je suis partie à Lomé, où je suis sortie comme conseillère aux affaires culturelles. Donc quand je suis revenue de Lomé,
on m'a affectée à Fatick. Donc je suis partie chez moi parce que c'est quand même ma région. Donc, et c'était un plaisir aussi de servir ma région, de servir mes parents. Et voilà, et de Fatick, je suis là, j'atterris à la place du Souvenir africain. Vous atterrissez à la place du Souvenir africain comme administratrice. Mais avant de continuer, pour revenir un peu à la place du Souvenir, oui. Pourquoi le choix de d'évoluer dans le secteur culturel? Y a-t-il un lien avec peut-être vos origines? Vraiment, ce qui m'a amené à la culture, c'est du pur hasard. C'est du pur hasard, mais c'est un destin aussi. C'est un destin. Et personne ne peut échapper à son destin. Je me souviens un soir, je suis chez moi à Rebeuss et il y a un papa qui m'appelle. Papa, c'est vraiment une personne. C'est le petit frère à mon papa. Mais c'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui m'a adopté. Et on le suivait partout. C'est lui qui nous a mis à l'école et tout. Donc on le suivait partout. Donc en 96, on était à Rebeuss et un soir il m'appelle. Il m'appelle parce qu'il y a un de ses amis qui lui a dit mais vos enfants là, ils ne savent pas que le concours d'entrée à l'école nationale des arts est ouvert. Et il lui dit non. Il lui dit mais demande-leur s'ils ne veulent pas. Donc il demande à son propre fils, il ne veut pas. Il demande à Feu, mon grand frère qui est décédé tout récemment, paix à son âme, Augustin Mignat. Lui non plus, il dit non, je ne veux pas. Donc il me demande, moi je dis oui, parce que lui, quand même, je prenais tout ce qu'il me disait comme une Bible. Ouais. Comme une Bible. Je prenais tout ce qu'il me disait comme vraiment quelque chose que je devais faire. Compte tenu des relations que j'avais avec lui, compte tenu aussi de toute l'estime qu'il me vouait. Donc tout ce qu'il me demandait de faire, je fais. Donc j'ai dit oui sans vraiment réfléchir. Je ne savais même pas ce que c'était, ce qui se passait à l'École nationale des arts. Et voilà, on fait le dossier, je dépose et pur hasard, je trouve un halpulaar à l'École nationale des arts. Vos parents halpulaar? Non, mes parents halpulaar, monsieur Aw. Et voilà, monsieur Aw, je dépose et je rentre. Quelques jours après, il m'appelle, il me dit mais Khana séeréer nga. J'ai dit mais oui, pourquoi vous me dites ça? Il me dit mais tu n'as même pas choisi ce que tu veux faire. Tu veux faire quoi? J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Il me dit il faut repasser. Donc je repasse. Il me dit voilà, il y a l'animation culturelle, il y a la musique, il y a aussi les arts plastiques. Je lui dis je vais retourner à la maison et demander à papa. Donc je reviens à la maison, je demande à papa, je lui dis, il m'a dit il y a l'animation culturelle, il y a les arts plastiques, il y a aussi la musique. Il me dit prends l'animation culturelle parce que c'est ceux-là qui sont dans, c'est les assistants sociaux. Même lui là, il ne connaissait pas. Parce que c'était pas ça, l'école ne formait pas les assistants sociaux. Mais lui, il savait, il connaissait pas, moi non plus. Mais j'ai dit, d'accord, ok, je prends ça, je prends l'animation culturelle. Croyant que c'était voilà, une formation pour les assistants sociaux. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à la culture. Et j'y suis. Ça me plaît, j'ai fait mon chemin. Et franchement, je n'ai pas regretté du tout. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Ça m'a ouvert des choses extraordinaires et la culture est toute une passion. Quand tu y es, vraiment, tu n'as plus envie d'y sortir. Et dans le cadre de votre travail, vous avez expérimenté plusieurs régions au Sénégal. Vous êtes également sorti en dehors du Sénégal. Comment trouvez-vous actuellement la culture au Sénégal? Voilà, la culture, elle est quand même très dynamique. Elle est très dynamique aujourd'hui. Sur le plan institutionnel, l'État du Sénégal est en train de faire des choses extraordinaires pour le développement de la culture. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'on a eu à avoir un président poète, Léopold Sédar Senghor, pour qui quand même la culture était très 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 fondamentale. Et après, les présidents qui lui ont succédé ont su quand même vraiment être dans sa ligne de faire de la culture un facteur de développement.
Si aujourd'hui vous voyez là où on est, c'est une infrastructure qui représente beaucoup de choses dans le domaine de la culture, et les autres infrastructures qui sont ici à Dakar et dans les régions, n'en parlons pas. Donc sur l'autre plan qui est celui des acteurs, les acteurs sont en train aussi de jouer leur partition dans cette politique-là définie par l'État, vraiment dans la recherche, dans la création et dans la mise en œuvre vraiment de leur discipline, respective. Pour dire que franchement la culture est en train de bien faire son bonhomme de chemin, même s'il y a toujours des choses à parfaire, parce que rien n'est parfait dans cette vie-là. Et la culture étant aussi quelque chose de très dynamique, c'est pas statique. À chaque fois, il y a des choses qui naissent, des choses qu'il faut adapter. C'est pourquoi je dis, on est en train de faire des choses, l'État est en train de faire des choses, les acteurs aussi, mais il y aura toujours des choses à parfaire, des choses à mettre sur place pour qu'on soit beaucoup plus visible sur le plan culturel. Merci. Et pour en revenir à la place du souvenir africain, dès qu'on parle de place du souvenir africain, le nom est déjà assez informatif. Mais quels sont les services que vous offrez, vos missions principalement? Voilà, avant même de parler des missions, vous me permettrez peut-être de faire un peu une brève présentation du site. La place du souvenir africain a été créée en 2009 et elle est rattachée au ministère de la Culture et de la Communication. Et voilà, ce qui a le nom même, le nom place du souvenir africain, démontre déjà une connotation africaine, une connotation internationale, mais aussi une connotation panafricaine. Et cette connotation-là explique quand même le leadership du Sénégal, ou bien cette volonté-là du Sénégal à avoir des structures qui sont panafricaines, des structures qui sont vraiment internationales, qui vont au-delà du Sénégal. Place du souvenir africain, pourquoi? Pour quand même rendre hommage aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont fait l'histoire de l'Afrique et de la diaspora. Je pense que si on est berceau de l'humanité, l'Afrique est partout, dans les 4 coins du monde. Même un pays européen, on peut prendre un pays européen, mais quand on creuse, on aura une afrodescendance. Pour dire que vraiment la place est là pour répertorier tous ceux-là qui ont quand même su marquer les consciences collectives, pour que l'identité noire, la culture noire soit vraiment considérée, que la culture africaine soit une flamme qui ne s'éteignira jamais. C'est pour ça qu'on a créé la place du souvenir africain. Donc ça, c'est les missions. Maintenant, pour réussir les missions, il y a forcément des contenus. Des contenus. Les contenus, ils sont divers. Ils sont franchement divers, mais sont quand même axés principalement sur des cycles de conférences. On a beaucoup de cycles de conférences où on rend hommage aux femmes ou aux hommes que je viens de citer tout à l'heure, mais surtout les hommes et les femmes qui se sont fait remarquer dans la résistance africaine. Mais ce n'est pas une résistance armée, non, pas du tout, parce que la culture prône la pacifique, la paix. Donc c'est des gens qui ont résisté face à l'influence des autres cultures, qui ont résisté face à la colonisation, ou bien en tout cas à une cause quelconque, mais qui est au profit quand même une lutte qui est au profit de l'Afrique, mais aussi des hommes et femmes de culture. L'Afrique a connu quand même de grands hommes et de grandes femmes très ancrées dans leur culture. Et je peux citer Léopold Sédar Senghor, je peux citer aussi Aimé Césaire, je peux citer Malcolm X, je peux citer Martin Luther King, Julius Nyerere, des gens de cette trame-là qui quand même ont lutté avec leurs plumes, soit c'est avec l'écriture, qui ont lutté avec leur voix. Peut-être c'est des chanteurs qui ont véhiculé des messages, mais aussi des hommes et femmes qui ont lutté avec leurs pieds à travers la danse et consorts. Donc, pour dire que la cible
principale sur laquelle s'appuient les contenus de la place, c'est la résistance et la culture. Donc les conférences que nous faisons tournent autour de ces personnes-là. Mais on fait aussi de l'animation culturelle. Parce qu'aujourd'hui, si je veux rendre hommage à Senghor, je ne peux ne pas faire appel à l'animation culturelle, à l'artistique. Parce que lui était poète. Donc, pour rendre hommage à Senghor, il faut que la poésie apparaisse. La danse, la musique. Par moment, on peut rendre hommage à une personne à travers des conférences intellectuelles, scientifiques et consorts. Mais l'activité artistique ne peut pas manquer dans ce que nous faisons. C'est pourquoi chaque mois, nous organisons ce qu'on appelle Jazz Africa. Jazz Africa est un concept qui conjugue deux concepts, la conférence et un concert de jazz. Et le choix du jazz n'a pas été fortuit, parce que qui connaît quand même l'histoire du jazz, c'est que c'est une musique de refus, c'est une musique qui nous rappelle quand même la colonisation, ou bien quand on a déporté les Noirs vers les Amériques, dans les plantations. Voilà, l'activité en tout cas artistique des Noirs déportés de l'Afrique ailleurs, ça se passait à travers le jazz. C'est pourquoi chaque mois, on organise Jazz Africa, qui est un concept pour rendre hommage à une personne, mais aussi c'est un moyen de renforcer l'intégration culturelle, la diplomatie culturelle entre le Sénégal et les autres pays de l'Afrique et de la diaspora. Il y a aussi un autre concept qui s'appelle e-souvenir, toujours dans le cadre de célébrer nos femmes et grands hommes, où on fait le portrait, chaque fois, tous les 15 jours, on fait le portrait d'une personne qu'on met sur les réseaux sociaux. Pourquoi sur les réseaux sociaux? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne se souvient pas pour se souvenir. On se souvient pour éduquer la nouvelle génération, pour qu'elle sache qu'elle a des repères, elle a des modèles bien de chez nous, bien de l'Afrique, et que cette jeunesse-là n'a pas besoin de s'identifier à d'autres modèles. Donc, si on veut maintenant atteindre ce combat-là, il faut utiliser des supports qui sont vraiment le dada de cette nouvelle génération-là. Et on sait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est une génération Y. Connectée. Si on veut les toucher, il faut qu'on utilise les moyens où elles se sentent plus à l'aise. C'est pourquoi quand on fait les portraits, on les met sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, grosso modo. Alors, merci beaucoup, Mme Diop. Donc, au-delà de ces activités culturelles et scientifiques que vous faites, vous accueillez également des activités d'autres partenaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Oui, bien sûr. Au-delà des activités qui nous sont propres, nous sommes également un service qui est un service public. À cet effet, on est censé s'ouvrir aux autres en quoi faisant, soit en étant en partenariat avec des personnes ou bien des structures qui font à peu près les mêmes choses que nous, ou bien qui ont à peu près les mêmes missions que nous. Et à cet effet, je vais donner l'exemple de Trust Africa, avec qui nous travaillons beaucoup sur la question de l'identité, la question du panafricanisme que j'ai cité dans mes propos liminaires. Mais aussi, on est là pour l'épanouissement de tout citoyen. Donc, tout citoyen qui a une activité quand même pertinente, qui permet quand même de faire la promotion du patrimoine culturel sénégalais ou africain, ou qui a besoin quand même de présenter ou bien de faire la promotion du savoir-faire sénégalais ou africain, nous, on est ouvert à ces personnes-là ou bien à ces structures-là. Pour dire que voilà, on est là pour dérouler un agenda qui nous est propre, mais aussi pour s'ouvrir à l'agenda d'autres personnes qui ont soit des liens avec ce que nous faisons, ou bien qui sont des gens qui veulent promouvoir des choses qui sont importantes pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. Et on sait également qu'il y a d'autres structures peut-être qui sont similaires à la place du souvenir africain. On parlait du monument
la Renaissance Voilà, africaine, pour le monument, oui, nous sommes tous des structures du ministère de la Culture qui sont vraiment des structures qui ont des aspects de convergence. En parlant du monument de la Renaissance africaine du moins, on est déjà vraiment dans une phase de dérouler des choses ensemble. Et le dernier jazz africain qu'on a tenu, on l'a tenu au monument de la Renaissance africaine. Même si c'est un concept de la place du souvenir africain, on a voulu, de manière très symbolique, déplacer ça pour l'organiser là-bas, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est tous du même ministère. Donc on ne doit pas travailler de manière isolée, mais on doit fédérer nos moyens pour faire des choses ensemble au profit du ministère. Mais l'autre raison aussi, c'est de créer cette ambiance de solidarité entre les différentes structures du ministère de la Culture. Par rapport au musée des civilisations noires aussi, c'est tout pareil. Avec la nouvelle réforme de gestion des affaires publiques, il y a la gestion, il y a les budgets programmes. Et dans le ministère de la Culture, par rapport à ces budgets programmes-là, il y a beaucoup de projets, de programmes dans ce ministère. Et nous faisons partie du programme 2, qui est le programme de valorisation du patrimoine. Et dans ce programme-là, il y a la place du souvenir africain, il y a le monument, il y a la maison des esclaves, il y a le musée des civilisations, et l'ensemble de ces structures-là qui œuvrent dans le domaine de la promotion du patrimoine. Et encore mieux, on est en train de réfléchir avec le directeur du musée des civilisations africaines à créer un circuit culturel pour le ministère de la Culture. Parce que si par exemple quelqu'un vient ici à Dakar, il peut avoir un circuit qui quitterait en tout cas soit le musée des civilisations qui passe par la place du souvenir, va au musée des civilisations et finit à la maison des esclaves de Gorée. Ou bien il quitte le musée la maison des esclaves pour terminer au monument de la Renaissance. Et de manière chronologique, on peut interpréter ce circuit-là. Là où nos parents ont quitté, nos aïeux, nos ancêtres ont quitté pour aller, pour être déportés ailleurs dans les Amériques, et terminer où on renaît. Donc c'est très symbolique. Et avant de venir au monument de la Renaissance, passer par le musée des civilisations, c'est encore un autre symbole. Ici à la place du souvenir. Donc c'est un circuit quand même que nous voulons créer pour quand même beaucoup de choses, pour qu'on ait quand même quelque chose à présenter de manière ordonnée à toute personne, que ce soit un touriste local ou bien un touriste étranger, lui proposer quelque chose de très encadré et de très symbolique, que de le laisser comme ça aller d'un site à un autre sans pour autant maîtriser ce que représente chacun de ces sites du ministère de la Culture. Donc voilà, nous travaillons en complémentarité, parce que quand même au-delà d'être d'avoir les mêmes prérogatives, les mêmes missions, nous appartenons tous à un même ministère, le ministère de la Culture et du patrimoine. Le ministère de la Culture. Donc, Madame Diouf, il y a quelques années, vous parlez également du statut juridique de la place de souvenir. Quel est l'état aujourd'hui de cette interpellation que vous faites? Bon, le statut de la place du souvenir a été débattu. Je pense bien avant que moi je ne vienne à la place du souvenir africain. Et la première activité qu'on a faite aussi, qui était d'organiser un atelier avec des acteurs de l'université, de la société civile culturelle, des agents du ministère de la Culture, afin d'avoir un contenu à proposer à la place du souvenir. La question du statut de la place était encore débattue. Mais c'est une question qui relève de la autorité, de la haute autorité. Ce n'est pas une question que nous allons régler, mais c'est l'autorité qui va juger de la pertinence de donner à la place du souvenir un statut qui assurerait son autonomie
ou bien un statut qui le fixerait au cabinet comme structure attachée. Donc ça, c'est vraiment la prérogative de l'autorité. De l'autorité. Donc, Madame Diouf, on est au terme, on a pratiquement fait le tour, mais avant de terminer, peut-être, vous allez nous parler un peu des défis qui attendent la place du souvenir. Bon, les défis, ils sont vraiment nombreux. Déjà, le premier défi, c'est le défi de l'entretien du site. Nous sommes situés à une position où on est très vulnérable à l'érosion côtière. Déjà, il y a derrière la carte de l'Afrique là qui est placée à la place, il y a la mer qui est en train d'avancer de manière très considérable. Donc déjà le premier défi, c'est de faire de sorte que la place soit sécurisée et qu'elle ne soit pas engloutie d'ici quelques années. Et ça, c'est pas un travail que la place elle-même peut faire, mais nous pouvons faire le plaidoyer, nous pouvons donner l'information et attirer l'attention des autorités pour que vraiment ce défi-là soit en tout cas réglé si on veut sauvegarder ce site-là très important dans le panafricanisme. Le deuxième défi, c'est le défi de la promotion de la place au niveau national. Parce que si mon village qui est là-bas à Fatick ne connaît pas la place du souvenir africain, avant même d'aller à l'international, parce qu'on a une vocation internationale, avant même d'aller au niveau international, il faut que au niveau national, les gens connaissent d'abord c'est quoi la place du souvenir, quelles sont ses missions. Et on a des perspectives quand même par rapport à ce défi-là. C'est dans en tout cas dans la gestion prochaine, en 2023, Inch'Allah, nous voulons faire un programme qui va vraiment déplacer la place du souvenir africain, aller dans un pôle régional, identifier les grandes figures emblématiques des régions qui constituent un pôle ou un autre, et les valoriser pour que les gens sachent quels sont les modèles et les repères qui sont dans leur terroir. Donc ça, c'est un programme que nous voulons lancer, que nous voulons démarrer en 2023. Et après, faire de sorte maintenant que la place soit connue à l'international, que nous puissions vraiment tisser des relations de partenariat, de coopération culturelle entre des services mémoriels comme la place du souvenir africain. Par exemple, au Burkina, il y a l'Institut des peuples noirs. Si on parvenait quand même à avoir un jumelage ou bien en tout cas quelque chose qui nous liait, ça allait renforcer davantage en tout cas nos missions et la diplomatie culturelle qui existe entre nous et le Burkina, mais entre le Sénégal aussi et d'autres pays. Et on est en train d'y travailler, on est en train d'y réfléchir. Maintenant, voilà, l'autre défi, et là non moins, c'est vraiment faire de sorte qu'on présente des activités pertinentes qui collent vraiment à l'esprit de la place du souvenir, c'est-à-dire rendre hommage aux grands hommes et aux personnalités emblématiques, en tout cas de l'Afrique et de la diaspora. De l'Afrique. Merci Madame Diouf. Vos relations avec Amani TV? Bon, Amani TV, c'est un partenaire. C'est un partenaire dans l'audiovisuel. Mais aussi Amani TV, c'est un partenaire, un Khalpulaar. Parce que derrière, la personne qui est derrière Amani TV quand même est un frère. Un Khalpulaar, un Machodo que j'aime bien. Donc, entre Amani TV et la place du souvenir, c'est un partenariat pour toujours. Pour toujours. Et votre dernier mot, peut-être le message que vous voulez lancer aux Africains? Mon dernier mot, c'est d'abord remercier Amani TV d'avoir fait le déplacement à la place du souvenir et nous donner l'occasion de parler de nous-mêmes, mais aussi de parler de la place du souvenir. À l'endroit des peuples africains, mais aussi de la diaspora, on leur dit, voilà, la place du souvenir est la leur et qu'elles peuvent venir vraiment faire de celle-là un cadre de promotion des hommes qui ont marqué la conscience collective de chacun là où il peut se trouver. Merci beaucoup Madame Diouf Ngakan-Ning. Le message est donc clair. Invitez tous les jeunes Africains, tous les Africains à venir se ressourcer à la place du souvenir africain. C'était un plaisir de vous recevoir dans cet entretien. À vous qui nous suivez, amis téléspectateurs, à très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.